Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Je suis avec mon ami Pablo Michelot, rédacteur en chef de L'Encre Noire, le magazine spécialisé pour la communauté noire au Canada. Ensemble, nous allons accueillir notre invité du jour, John Aïté Dossavi, fondateur du RAPEC et initiateur de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante pour une humanité réconciliée. Bonjour Pablo. Bonjour Carole. Bonjour John, Monsieur Dossavi. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, en vous voyant, vous êtes la lumière, vous êtes le soleil. Je ne peux qu'aller mieux. Merci beaucoup pour le compliment. J'espère que notre cher ami n'est pas jaloux. Non, je reste le soleil. Je suis en train de faire la répétition pour le 8 mars, donc vous comprenez. Très bien. Ça a très bien commencé alors. En parlant de 8 mars, Monsieur Dossavi, quelle est la première image qui vous vient en tête quand je parle de femmes et pouvoir? Alors, quand vous parlez de femmes et pouvoir, j'avoue bien évidemment que l'image qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Margaret Thatcher. Ce qui veut dire que c'est une femme qui a pris le pouvoir dans un milieu d'hommes et elle a réussi à s'imposer d'une manière, on peut considérer que c'est une manière abrupte, mais en tout cas, je suis presque certain que on ne peut pas aller avec la même morte quand on a affaire avec un homme. Donc, il faut être exigeant et surtout exigeante. Donc, vraiment, quand on parle bien évidemment de la femme de pouvoir, c'est Margaret Thatcher. En dehors, bien évidemment, de Margaret Thatcher, il y a une dame que j'ai beaucoup que je respecte d'ailleurs, je vais le dire sans faire l'économie des mots, c'est Madame Laurence Derego qui était le directeur commercial et administratif du groupe Etia Ecobank. Et c'est un milieu d'hommes, elle a su s'imposer et j'avoue bien évidemment que voilà, ce sont ces deux images qui me parlent. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir? Alors, le mot pouvoir signifie pour moi un outil pour changer son environnement. Quand on est fort, on peut rassembler. Quand on est faible, on ne peut pas rassembler. C'est cette force, c'est ce pouvoir qui, des fois, sont conférés à certaines personnes qui n'ont pas cette capacité de résilience de rassembler. Donc, pour moi, le pouvoir n'est pas juste un instrument de domination, mais c'est un instrument de rassemblement. Et comment est-ce que cette capacité à rassembler se traduit-elle pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? Alors, dans un environnement aussi, ma foi, comme vous le savez, quand on est dans ce monde associatif, vous savez, les gens ne sont pas payés, donc ils ont des comportements un peu laxistes et ils sont disponibles selon leur disponibilité. Or, quand vous portez un message et que vous avez besoin justement de cet appui qui doit venir de cette chaîne, vous êtes des fois obligé d'être exigeant. Et quand vous êtes exigeant, vous perdez certains, comment dirais-je, certains hommes sur le chemin. Mais quand on a envie d'aller jusqu'au bout, justement, de son rêve, on ne fait pas l'économie sur certains nombres, justement, de situations qui ne peuvent pas nous amener loin. Donc, il faut à un moment donné s'imposer, car on a un but à atteindre. Bonjour, Monsieur Dossavi. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Pouvez-vous nous présenter la Journée mondiale de la culture africaine? Alors, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, je vais être un peu, comment dirais-je, sincère avec moi-même et avec vous. C'est une idée d'un jeune garçon dans les années 80, milieu 80, dans des discussions souvent avec des amis qui disaient que ce n'est pas normal que le peuple africain éparpillé partout dans le monde n'a pas un jour dans l'année où il se retrouve en immersion. Jamais je ne pourrais imaginer que cette idée allait tomber sur moi plus de 30 ans plus tard. Donc, aujourd'hui, c'est un rêve d'un jeune garçon qui est devenu une réalité. Je suis sincère qu'on ne se lève pas du jour au lendemain et se dire on veut doter un peuple d'une journée. Souvent, ce sont des décisions qui sont prises par les chefs d'État et de gouvernement, mais pour une fois, c'est une décision, c'est une proposition qui vient de la base, comme on dit, des down for the up. Et
comment avez-vous réussi à faire porter cette journée-là par l'UNESCO? Alors, déjà, nous avons fait un travail de terrain. Je remercie d'ailleurs votre co-présentatrice qui a suivi un peu notre parcours avec beaucoup d'indulgence de temps en temps. Elle faisait partie aussi de certaines personnalités qui nous apportaient des conseils. Vous savez, quand la femme est derrière un projet, forcément, l'échec n'existe pas. Donc, je voudrais juste ici lui rendre hommage et rendre hommage à une dame aussi extrêmement... Moi, je suis souvent entouré par des femmes. J'ai 3 vice-présidentes et j'ai eu une dame extrêmement capitale dans mon combat. Elle s'appelle Olga Johnson. Je voudrais la saluer ici à travers cette opportunité que vous me donnez. Et je voudrais vous dire juste ici que l'UNESCO n'a fait qu'entériner un mouvement qui est presque, comment dirais-je, qui commence à être enraciné. Parce que depuis 2008, nous travaillons déjà avec l'UNESCO et nous n'avons jamais demandé à ce qu'un tel projet soit porté au Conseil exécutif et pour aller à la conférence générale. Justement, maintenant que l'UNESCO, les 193 États membres ont proclamé justement le 24 janvier et reconnu comme la journée mondiale de la culture africaine, maintenant, comment est-ce que les États célèbrent cette journée? Alors, je vais être, comment dirais-je, très clair et net avec vous. Vous savez, quand vous êtes africain, ou soit vous êtes chrétien, vous célébrez la nativité, la Pâque, le Pentecôte, donc tous qui sont d'obédience chrétienne s'y retrouvent en immersion. Pendant ce temps, votre frère qui est musulman va attendre cette période d'El-Defi, Tabaski, justement aussi avec ceux qui sont de même obédience que lui pour se célébrer. Il n'y a aucune date qui nous lie. On va dire, bon, il y a bien évidemment comment dirais-je, le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est le calendrier grégorien. Donc, on peut aller jusqu'à un moment donné se poser la question, mais quelle est la date qui lie les Africains? On va dire le 25 mai, c'est la journée de l'Afrique. Mais les Afro-descendants qui sont du côté de Vanuatu, qui sont du côté, bien évidemment, de Costa Rica, et qui sont aussi de Nouvelle-Guinée, de Papouasie, Martinique et autres, ne sont pas concernés par la journée de l'Afrique. Or, ce qui nous est cher dans la vie, c'est la culture. Donc, il faut un jour dans l'année que nous tous, nous retrouvions en immersion. Que nous soyons du culte chrétien, que nous soyons du culte vaudou, que nous soyons du culte musulman, que nous soyons de n'importe quelle obédience, le 24 janvier sert d'agora, sert de plateforme, sert de base pour nous tous. Et ce travail, nous l'avons commencé depuis 2014, quand nous avons lancé le compte à rebours en Belgique et au Moyen-Orient, au Liban plus précisément, en simultané pour montrer que notre démarche, ce n'est pas juste les Africains qui ont envie de se retrouver en immersion, mais c'est une opportunité pour l'humanité tout entière de rendre hommage à d'où tout a commencé pour elle. Dieu fait grâce, notre doléance a été attendue par certains nombres des plus hautes autorités de certains pays et de certaines institutions, car nous avons travaillé beaucoup avec le secteur de la culture de l'UNESCO, le département Afrique de l'UNESCO, le secteur de l'éducation. Nous avons travaillé avec les ACP, l'OIF, toutes les institutions, y compris l'Union africaine. Donc, tout ce travail-là, nous l'avons fait en amont. Donc, c'est pour ça que le projet de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante est passé vraiment comme une lettre à la poste. Lors de la réunion préparatoire pour le Conseil exécutif, tout de suite, il y a les pays comme le Brésil, l'Espagne, Cuba, qui sont portés tout de suite co-parrains de ce projet. Et au finish, nous avons eu plus de 22 pays qui ont co-parrainé le projet avant que ça ne soit proclamé par les 193 États membres des Nations Unies pour la culture, l'éducation et la science. Très bien. Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que les membres de toutes les communautés afrodescendantes à travers le monde doivent faire le 24 janvier pour célébrer ça? Quels sont les messages forts? Qu'est-ce que vous attendez de toutes les parties prenantes? Vous avez posé une question tout à l'heure. Je n'ai pas répondu. Est-ce que les États nous suivent? D'entrée du jeu, je vous avais dit que c'est une démarche de la société civile. Nous appelons de tous nos voeux à ce que tous les États africains, déjà en commençant par les États africains, je vais dire d'institutionnaliser la journée mondiale dans leur pays pour que chaque 24 janvier,
En dehors, bien évidemment, que c'est une date qui est proclamée par les 193 États membres des Nations Unies pour la culture, l'éducation et la science, à savoir l'UNESCO. Il y a aussi les 54 États de l'Afrique qui font partie de ces 193 États membres. Donc, si on veut aller encore plus loin, il faut que les États africains puissent, d'ailleurs, c'est un plaidoyer que je lance à travers votre média à l'endroit de nos dirigeants, il faut que lors du prochain sommet de l'Union africaine, qu'ils puissent entériner la journée mondiale pour en faire une célébration nationale. Qu'est-ce que ça serait beau, au même moment où les Togolais officiellement célèbrent la journée mondiale, les Tchadiens, les Centrafricains, les Congolais, les Sud-Africains, ça serait quelque chose de magnifique, sans oublier que ceux qui sont dans les Caraïbes, en Martinique, aux Antilles, bref, en gros, je crois quelque part, et que ça serait vraiment un signal très fort que nous avons besoin d'une journée pour nous retrouver en immersion, en communion et bien évidemment en partage. Ça pourrait être aussi une date pour celles et ceux qui aiment l'Afrique, qui aiment la culture africaine, de se joindre à l'Afrique pour bien évidemment célébrer cette date qui est devenue une réalité aujourd'hui, le 24 janvier. Et dans cette aventure qui est cette journée mondiale de la culture africaine, quel a été votre plus grand défi et vos plus grands succès? Mon plus grand défi, pour moi, la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante n'est pas un grand défi, d'autant plus que ça met pratiquement tout le monde d'accord, qu'il faut une journée pour que nous puissions célébrer nos us et coutumes, nos valeurs et traditions, ce que nous sommes. Donc ça, c'est un projet qui fait consensus. Mais mon plus grand défi, c'est à venir, parce que nous estimons qu'un continent tel que l'Afrique aujourd'hui a besoin de donner de l'espoir à son peuple. Cet espoir peut passer par une langue commune. Il y en a déjà une qui a été proposée par l'Union africaine, qui est le Swahili. Comment arriver demain à faire de sorte que cette langue puisse être parlée sur toute l'étendue du continent? Donc, nous sommes en train de réfléchir. Ça fera objet, bien évidemment, de notre prochain congrès panafricain. Et d'ailleurs, je vous donne l'exclusivité. En 2021, nous allons organiser l'acte 2 du congrès panafricain sur le rôle de la culture dans le développement de l'Afrique. Donc, ça serait notre objectif capital. Aujourd'hui, nous sommes en pleine période de pandémie de Covid-19. Malheureusement, l'Afrique est totalement absente. Ce n'est pas logique. Nous avons des traditions. Nous pouvons aujourd'hui rassembler ceux qui sont des médecins traditionnels en Afrique pour qu'eux aussi puissent réfléchir avec ceux qui sont des médecins modernes, la médecine moderne, en tout cas conjuguer les deux pour que l'Afrique aussi puisse apporter sa contribution. Donc nous, notre gros défi, c'est le prochain congrès panafricain qui va s'articuler autour de la médecine africaine. Je n'aime pas le mot traditionnel parce que quand on parle de la médecine chinoise, on dit la médecine chinoise. Donc je fais aussi pareil. On va parler de la médecine africaine et on va parler aussi comment d'ici 20 ans, toute une génération sur le continent africain parlera la même langue du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça, c'est notre défi et que nous allons justement porter très, très, très prochainement. C'est un grand défi, ça. Ouais. C'est l'exclusivité qu'on vous donne. Très bien, ben, merci beaucoup. Je propose, Pablo, que nous marquions une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec notre invité, M. John Aïté Dossavi, où nous parlions de l'importance que toutes les communautés afrodescendantes puissent s'approprier du 24 janvier comme le fil conducteur en fait de la culture africaine et aussi de toutes les traditions que l'Afrique peut apporter au monde. Et nous parlions par exemple de l'exemple de la médecine. Monsieur Dossavi, vous avez parlé du prochain congrès panafricain qui se tiendra en 2021 et qui tournera autour de la médecine africaine. Quelle place avez-vous réservée aux femmes
dans ce congrès, dans la préparation de ce congrès, ou même tout simplement dans la journée mondiale de la culture africaine. Parce que ça, c'est bien évidemment, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, donc voilà. Qu'avez-vous prévu pour je- nous? Alors, je crois que si je dis que j'ai prévu quelque chose pour les femmes, c'est de faire surtout pour les femmes. Les femmes ont une place capitale et déterminante dans le combat que je mène. Il suffit juste de regarder un peu notre environnement. Vous allez sur notre site, vous verrez qu'il y a 3 vice-présidentes. Il n'y a pas de vice-président, il y a 3 vice-présidentes, c'est des femmes. Il y a beaucoup plus de femmes dans notre équipe que d'hommes. Ce n'est pas une question de parité. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de parité. Je suis dans une démarche de compétence et de la disponibilité. Et je disais tantôt que les femmes, quand elles s'engagent, elles y vont jusqu'au bout. Donc, pour moi, il est capital que je puisse me mettre en dessous des femmes. C'est extrêmement important. Quand vous travaillez avec des femmes, mettez-vous sous la coupole de la femme. Vous verrez que vous allez réussir votre challenge. Mais si vous êtes un conquérant, un dominant, et vous travaillez avec des femmes, à un moment donné, j'avoue bien évidemment que ça devient une branche bien tendue qui se casse. Donc, la femme a une place importante dans mon combat. Et d'ailleurs, je crois que je reçois énormément, beaucoup plus de conseils auprès des femmes que des hommes. Et j'espère que les membres masculins qui sont dans l'équipe ne m'en voudront pas, mais ils savent que les femmes ont souvent dans notre organigramme des rôles très prépondérants. Merci beaucoup, Bruno. Alors, c'est une réalité. Donc, ça, c'est la démonstration. J'invite ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, d'aller sur le site du RAPEC et de la JMCA. Et pour la question que vous posez tout à l'heure par rapport au prochain congrès panafricain, je crois que nous allons aussi aborder certains nombres de thématiques parce que les femmes dans le pouvoir, c'est très, très, très compliqué parce que, comment dirais-je, certaines habitudes, certains comportements ont la vie dure. Et quand les femmes sont dans la politique, ont le pouvoir, elles sont obligées de faire 2 fois plus qu'un homme pour pouvoir s'imposer. Donc, il faut que tout ça, là, ça change. Il faut vraiment que les choses soient naturelles. Les femmes n'ont pas besoin de s'imposer aux hommes, mais elles doivent imposer leur vision, leur abnégation, je ne leur donne pas de conseils, attention, hein, je ne suis pas un donneur de leçons, mais c'est juste un point de vue que je développe ici. Donc, moi, je crois que dans la minute actuelle, il faudrait justement que les hommes comprennent que laisser un peu ou laisser leur place aussi à, j'aime pas le mot la gente, j'aime pas ce mot gente féminine, non, je n'aime pas, mais au moins faites de la place à leur maman. Je crois que le monde ira mieux. Et je vous invite, vous les femmes, justement, de prendre possession du pouvoir parce que personne ne vous donnera le pouvoir. C'est pas possible. Absolument. Ouais. On est sur le chemin. Alors, dans votre équipe, avez-vous des représentations au Canada? Comment? Dans votre équipe, avez-vous des représentations au Canada? Alors, pour l'instant, nous avons un monsieur très vaillant qui s'appelle Eden Sada, qui vivait au Canada, qui avait déjà commencé à faire un travail de terrain, mais malheureusement, il est parti du Canada pour aller s'installer en République dominicaine. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes dans une dimension, dans une démarche de trouver la meilleure, la paix rare pour justement porter ce message, parce que c'est un combat, rassembler le peuple africain et leurs descendants, c'est quelque chose de très, très, très difficile. C'est un peuple qui est difficile à mobiliser, à rassembler. Donc, on y va petit à petit. On sait très bien qu'il faut avoir des points focaux partout pour faire justement passer le message. C'est quand même la première fois qu'un peuple se dote d'une journée mondiale pour célébrer ses valeurs, ses us et coutumes, et surtout à travers sa culture. Ça n'existe pas. Il n'y a ni la journée mondiale de la culture européenne et eurodescendante. Il n'y en a pas pour l'Amérique, il n'y en a pas pour l'Asie. Donc c'est notre peuple qui s'est doté d'un tel outil, d'une telle agora. Je crois que nous n'avons pas d'autres repères. On essaye aujourd'hui de construire quelque chose qui n'existe pas. Donc, on est disponible et surtout, si vous avez des belles propositions à nous faire, nous serons toujours preneurs. C'est bien. Si on regarde vers le Canada toujours,
Quel message pouvez-vous livrer aux Canadiens, aux Afro-Canadiens qui nous regardent aujourd'hui? Non, je ne vais pas, comment dirais-je, adresser un message aux Afro-Canadiens. Je veux envoyer un message aux Canadiens dans leur généralité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, chacun de nous a sa part de ce berceau. C'est ensemble que nous allons construire l'Afrique. Vous savez, quand vous avez une maman qui ne va pas bien, toute la famille n'ira pas bien. Tant que l'Afrique n'ira pas bien, l'humanité ne retrouvera pas sa paix. L'Afrique est l'esprit de l'humanité. Donc les gens ils doivent le comprendre. Il ne faut pas non plus que nous qui sommes les sentinelles de ce berceau, nous qui sommes des Africains, nous sommes les sentinelles de ce berceau. Donc moi je crois que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de créer un monde qui sera un monde de paix pour l'humanité. D'ailleurs, c'est pour ça que je renchéris. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé un prix pour la paix qui est adossé à la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Et ce prix, c'est JMCA Kekeli. Kekeli qui veut dire tout simplement lumière dans une des langues parlées au Togo, Bénin, Ghana qui s'appelle Evé. Donc le prix s'intitule JMCA Kekeli, dont on en parlera très prochainement si vous le souhaitez. Et largement, quels sont les tenants et les aboutissants, pourquoi avoir créé ce prix. Mais en tout cas, je voudrais dire à tous les Canadiens, sincèrement, ayez le regard tourné vers votre berceau, notre berceau commun qui est l'Afrique, et aux afrodescendants d'être aussi solidaires avec ceux qui sont sur le continent et au-delà, bien évidemment, du continent. C'est ce message que je voudrais adresser à l'endroit de celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Très rassembleur, c'est bien. Très bien, mais merci beaucoup, Monsieur de Savide. Mais malheureusement, notre entretien touche déjà à sa fin, c'est passé trop vite. Donc, en effet, il faudra qu'on vous réinvite pour parler de la journée de la paix, enfin du prix de la paix qui est adossé à la journée mondiale de la culture africaine. Mais pour conclure cette entrevue, vous êtes un homme de pouvoir, vous côtoyez régulièrement le pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot quel est votre super pouvoir? Mon super pouvoir, c'est que d'abord, je n'ai pas froid aux yeux. Quand je suis avec un chef d'État, je suis d'abord avec un être humain et avant justement de voir son rang. Donc, c'est mon pouvoir. J'ai eu à rencontrer certains hommes des chefs d'État. Bon, c'est vrai qu'on me le reproche souvent, on me dit, mais monsieur Dosavi, quand vous êtes avec un chef d'État, respectez le rang. Je dis, d'abord, je respecte l'homme. Donc, je crois que moi, mon pouvoir, c'est justement d'avoir du respect pour l'humain, mais pas pour ce qu'il a. Donc, votre pouvoir, c'est le respect et votre super pouvoir, c'est l'audace. Bien trouvé. Bien trouvé. Très bien. Bon, mais ce sera le mot de la fin. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur de Savy, pour ce moment que vous avez partagé avec nous. Merci beaucoup, Pablo, d'avoir été avec moi. Et on se dit de toute façon à très bientôt. En tout cas, c'était Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.tv. Je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.